toutes et tous, merci d'être ici ce soir. Bienvenue à Pôle Sud, le centre socio-culturel de l'Union syndicale vaudoise. Moi, je vais juste vous donner les détails logistiques sur la soirée. Ce soir, comme vous l'avez vu, c'est les premières soirées où on est obligé d'avoir le pass Covid, donc c'est comme ça que ça se passe. Par contre, dans le reste de la maison, comme c'est un lieu d'accueil du public, on ne demande pas le cas de pass pour certaines de nos activités. Donc dès que vous sortez de cette salle, il faut mettre le masque, par exemple, pour aller aux toilettes qui sont au premier étage. Donc en haut des escaliers, à droite. Et juste là, comme il y a d'autres personnes dans la maison, vous demanderez de mettre le masque, mais ici, c'est le bon côté des mauvaises nouvelles, c'est qu'au moins ici, on n'a pas besoin de mettre le masque. Voilà pour les détails techniques, et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir l'association Les Chlamydias qui organise cette soirée sur le plaisir féminin. Et je vous passe la parole, est-ce qu'il y a autre chose que je dis? Je sais plus. Ça devrait aller. On essaie avec la technique, hein. Zoom et tout ça, je vais faire au mieux. Mais je suis sûr que ça va très bien se passer. Bonne soirée. Merci. Ah oui, en effet, on s'entend en fait maintenant. Donc on va muter l'admin, histoire que ça se... C'est bon, muter? Ah oui, ça va beaucoup mieux. Alors, bonsoir à tous, toutes. On a prévu cette soirée dans un setting où normalement on devait être en présentiel. Il y a eu pas mal d'aventures, on devait avoir 5 panélistes. Et puis c'est un peu comme dans un roman d'Agatha Christie, on en a 3 survivantes ce soir, qu'on est vraiment ravis d'avoir parmi nous. Pour le moment, pour ce qui est de la logistique, que vous sachiez, on a demandé un prix libre à l'entrée, je commence par les trucs un peu pénibles comme le prix libre, tout simplement parce que ce soir ça va être filmé pour les personnes qui n'ont pas pu venir, et puis parce que, avec les restrictions du Conseil fédéral, on s'est dit qu'il y a des personnes qui n'arriveraient pas à se retourner et pas à venir ce soir, il y a des personnes d'ailleurs qui nous ont dit qu'elles ne viendraient pas pour cette raison-là, et puis c'est notamment pour pouvoir rétribuer symboliquement Milena, ici présente, qui a tout annulé ce soir pour pouvoir filmer. Merci infiniment Milena, bravo. Merci infiniment. Et puis, c'est sur un plan fixe, vous n'êtes pas dessus, donc il n'y a pas de question d'être filmé ou d'être pas filmé, la question ne se pose pas. Il y a des moments où je vais tourner l'ordinateur, histoire que les panélistes voient que, il y a un petit peu des personnes, sinon ça risque d'être un petit peu bizarre pour elles aussi. Et puis, elles vont entendre à partir du micro de cet ordinateur les éventuelles questions. Qu'est-ce qu'on avait à dire au niveau de l'organisation? Pendant qu'on en est dans les choses financières aussi, il y a un bar à Pôle Sud avec des prix fixes pour les boissons. Pour ce qui est de la restauration, c'est de nouveau prix libre. Élise a commandé des empanadas, si jamais. Et puis, il y a aussi Charlotte qui a acheté des dips, du hummus et tout ça. Voilà. C'est peut-être pas bien de dire ça là tout de suite maintenant, parce que ça se trouve, du tout écouter ce qui se passe à la table ronde, mais bon, quand même. Je le signale. Et puis, voilà, l'histoire du masque, tu as tout dit et tout, c'est tout bon. Je passe la parole à Laura Dron, qui donc assurera, en tant que journaliste, la modération. Voilà, merci beaucoup et bienvenue à toutes et à tous ici. C'est un plaisir pour moi de rejoindre cette organisation joyeuse et méticuleuse et vraiment impressionnante de la part des Chlamydias ce soir, parce que je peux vous dire qu'il a fallu rebondir de plein de manières différentes pour organiser ce que vous avez là sous vos yeux. Donc Chlamydias, on le rappelle, l'association pour la santé sexuelle des femmes qui aiment les femmes, des lesbiennes ou des femmes bi. Merci d'abord pour cette organisation et à notre panel. Avant le panel, je voulais dire que nous avons surtout la chance de se retrouver en public, bien physique là avec nous, pour l'occasion, du public, et le but est de donner la place à vous, public, autant que possible. Nous partons du principe que chacune et chacun vient ce soir avec une forme d'expertise et d'expérience propre et des questions ou des expériences que vous pouvez ou souhaitez partager ce soir. Donc, les experts et expertes ce soir, c'est bien sûr les personnes membres du panel, mais c'est aussi vous. Sentez-vous impliqués dans cette organisation. C'est une co-organisation, une co-construction ensemble, et je suis vraiment honorée de pouvoir passer le micro et me faire un petit peu la personne qui facilitera les échanges. C'est ce rôle-là, donc je guetterai les signaux dans la salle, les signaux de nos interlocutrices à distance et de nos interlocutrices ici.
Je serai attentive à vos signaux, et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si vous voyez que la modératrice en panique dit que là il faut passer à autre chose, bah voilà, ça va un petit peu dans les deux sens. Et ça, c'est vraiment dans l'idée de laisser la place pour que tout le monde puisse prendre la parole à un moment ou à un autre. Donc voilà. Vous aurez vu en arrivant qu'il y avait sur vos chaises du matériel. Bon, vous allez être un petit peu mis à contribution. Si cela vous convient, si vous ne souhaitez pas participer, ou enfin voilà, il ne faut pas se sentir maltraité par cela. Et il y a aussi des stylos et des feutres ici, vous verrez que ça pourra être utile. La première chose, c'est que donc, dans ce que vous avez entre les mains, il y a une feuille, voilà, et un post-it. Le post-it, il est là parce qu'avec nous, ce soir, il n'y a pas que le public, il y a aussi des questions ou des attentes qui sont entrées avec chaque personne là ce soir. Et ce post-it, il est là pour accueillir les attentes que vous avez par rapport à cette soirée ou les questions. S'il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, en lien de près, si possible, mais même un peu de loin avec la question du jour, le post-it est là pour que vous puissiez l'inscrire et Camille, ici, va se permettre de les récolter, de les organiser un petit peu et ça va alimenter notre discussion. Donc voilà, si vous venez avec en tête un truc qui vous titille depuis un moment, le post-it bleu est là pour vous, on vous expliquera la feuille après, vous doutez un petit peu de la nature de la chose, mais voilà. Et donc, entourés, nous sommes d'un panel de la plus haute qualité. Donc, je suis très heureuse d'accueillir ce soir vraiment ces personnes. On a eu une superbe discussion. On aura l'occasion d'explorer tout ça, mais avec des thématiques juste incroyables, extrêmement riches. On parle de biologie, on parle de sexualité, on parle de plaisir, on parle d'intime, on parle de choses partagées par tout le monde. Et je me réjouis déjà de ce qui va être échangé ce soir parce que ça ne pourra qu'être riche. Tout cela grâce, donc je commence par ma gauche, Céline Brockman, qui est parmi nous, biologiste, il faut me dire si jamais je dis des bêtises, hein, mais biologiste, ça c'est juste, c'est juste que là ça va, co-directrice et cofondatrice du Bioscope à l'Université de Genève, c'est donc l'égalité, la promotion de la santé sexuelle et les droits humains qui sont au cœur de vos préoccupations. Qui ont notamment conduit Céline Brockman à cofonder le projet Science, Sexe et Identité. On y est. À ma gauche encore, Zoé Blanc-Scoudéry, sexologue, directrice de Sexopraxis, qui est un centre proposant des ateliers notamment pour informer sur la santé et sur la sexualité quand même. La sexualité, ouais. Voilà. Oui, pardon, oui. La santé et la santé sexuelle. Santé sexuelle, sexualité, et d'ailleurs les éléments combinés en général, par exemple sexualité et parentalité, ou sexualité et couple, enfin voilà, ces questions-là. Et donc sortir des tabous liés aux sexualités, au pluriel. Car aimer, ça s'apprend, et je l'ai lu sur votre site, et on peut toujours développer ses propres compétences. Ça, c'est le cœur du projet de Sexopraxis, si je ne m'abuse. Et avec nous, par la magie Internet et des voies informatiques, Francesca Arena, qui est historienne, spécialiste de la santé et du genre, maître assistante à l'Institut Éthique, Histoire, Humanité et de l'Université de Genève. Elle fait aussi partie de plein de choses, mais notamment du prix du genre, du jury du prix du genre au service égalité de l'Université de Genève et du think tank, horrible mot, mais c'est pas grave, c'est important ce qu'ils font, Connaissance des sexualités du fonds Maurice Chalumeau. Donc bienvenue, merci d'être là parmi nous. Et enfin, Jasmine Abdul-Kadir, qui a réussi à se libérer. Enfin voilà, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Il y a eu quelques petites urgences du côté de l'hôpital. J'espère que tout va bien. Bienvenue parmi nous. Médecin adjointe, agrégée, responsable de l'unité des urgences gynéco-obstétricales et de la consultation pour les femmes avec des mutilations génitales féminines aux hôpitaux universitaires de Genève. Merci d'être là parmi nous et d'apporter votre voix. Voilà, donc nous avons les personnes, nous avons le public. Il manque un tout petit peu de cadre. Je vais être brève, mais il y a des choses quand même à poser avant des discussions aussi importantes que celles de ce soir. La première, c'est que c'est un cadre bienveillant
et sans jugement. Alors nous, on vous l'assure, je prierai le public d'appliquer aussi ces questions-là. Il peut arriver que des expériences émergent ou des avis émergent qui ne sont pas forcément partagés, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut toujours échanger, je pense, mais dans le respect des autres, toujours. Comme il a été dit, vos voix seront enregistrées, pas vos images, mais sachez juste voilà, que les éléments énoncés existeront quelque part. Pour le panel, nous parlons du panel au féminin, ce sont voilà, des personnes qui s'identifient à ce genre. De manière générale, nous veillerons à l'inclusivité aussi de la langue, mais nous parlerons de femmes, de patientes, de plaisir féminin pour des raisons de facilité du débat. Sachez que ces propos concernent les personnes ayant une vulve et toutes les personnes qui se sentent concernées par ces termes. On va tout faire pour ne pas être maladroite, on vous le promet, on fera attention. Voilà, si ça arrive, vous faites signe aussi, hein, voilà, on est dans l'échange. Bienveillance, respect des autres et de leur temps de parole pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Et on vous remercie déjà pour la confiance que vous nous apporterez, pour le partage de vos expériences et de votre parole. Il y a une chose qui vient avec ça, la confidentialité des propos. Si une personne donne beaucoup d'éléments sur sa vie et que vous parlez plus tard de cette table ronde, on n'est pas obligé de dire « Ah, il y avait une personne non-binaire qui habite à Fribourg mais qui étudie à Lausanne, qui a 27 ans, qui a dit que… » Enfin, vous voyez, voilà, juste ayez ce respect-là pour les personnes parce que dans le milieu, parfois, on peut reconnaître du coup des propos. Et voilà, on va parler de choses intimes, ça peut provoquer des réflexions, des ressentis désagréables, on en a conscience, c'est normal, ça peut arriver. Si on peut avoir besoin d'un temps pour se recentrer, il n'y a pas de problème, c'est légitime. Si quelqu'un a besoin de se lever un petit moment ou de venir vers nous, il peut y avoir un espace aussi pour ça si besoin, si ce qu'on dit provoque des choses en vous. Enfin voilà, vous êtes avec les personnes avec qui vous pouvez être en confiance, c'est un safe space, vraiment. Donc voilà, soyez aussi connectés à vos ressentis, ne les ignorez pas et on est là aussi pour vous accompagner là-dedans. À noter que le public est mixte, il y a des hommes aussi parmi nous. C'est une volonté parce que le plaisir féminin, c'est pas une histoire de femmes, ça concerne tout le monde. Alors voilà, c'est pour ça que c'est en mixité et que nous allons vous accompagner là-dedans. Voilà, à la fin de la table ronde, il y aura possibilité de poser vos questions, il y aura aussi le contact des personnes. Donc, si jamais il y a des choses absolument essentielles que vous voulez savoir, peut-être passer par ce biais aussi. Voilà, nous avons fait le tour, je crois. Quelle belle introduction. On va ouvrir le cœur du débat. N'oubliez pas vos petits post-it bleus avec vos éventuelles attentes, parce que ça va nous permettre d'éventuellement orienter le reste de la table ronde et de nous adapter au plus à ce que vous en attendez. Nous allons commencer par une courte genèse de cette table ronde. Oui, voilà. Tout à fait. On peut tout à fait expliquer pourquoi il y a cette table ronde, même si après en soi c'est chouette d'organiser des tables rondes, surtout avec trouver quelqu'un qui peut filmer au dernier moment, Zoom et tout ça. Non mais au-delà de ça, en fait, c'était quand? C'était en 2019, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo sur le plaisir féminin au Chlamydia. Puis donc avec Charlotte, on a commencé à travailler là-dessus, commencé à faire un scénario, on a contacté Céline, qui à mon avis s'en rappelle, parce que quand on t'envoie 23 heures des textos du type « La transsudation vaginale, ça arrive par où ?» Je pense que voilà, Jasmine aussi a été mise à contribution, et puis en fait, on s'était dit « voilà, c'est chouette d'avoir une vidéo qui explique, vous la verrez après la table ronde, cette fameuse vidéo. » Mais ce serait chouette aussi d'avoir un échange avec des personnes qui sont intéressées par le sujet, qui ont des connaissances ou pas. Et puis en fait d'avoir les personnes qui travaillent sur ces champs, qui ont vraiment développé une expertise sur le terrain pendant des années. Alors on est une association qui s'occupe de santé sexuelle pour les femmes qui ont du sexe avec les femmes et puis pour toutes les personnes avec une vulve qui sont concernées et encore les autres. Mais on fait aussi des ateliers sur le plaisir féminin. C'est des ateliers, alors je dirais théoriques. Le plus pratique qu'on fait, c'est la pâte à modeler.
C'est la différence avec Sexopraxis, où là, il peut se passer d'autres choses. Mais ça, Joël, je te laisserai raconter. Et puis, on s'était dit, bon bah voilà, on va faire une soirée, et puis il y a eu le Covid, et puis bah, la soirée, c'est maintenant. J'aimerais quand même profiter, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. En vrai, c'est de remercier Céline et Jasmine pour tout ce travail pendant cette vidéo, parce que c'était vraiment énormément de checks, énormément de littérature scientifique, et à deux fois devoir reconsulter pour être sûr que chaque information était juste. Donc merci beaucoup. Et puis, sinon, pourquoi parler du plaisir féminin? Déjà, pourquoi en parler au féminin, féminin, ça c'est encore autre chose. Mais en parler au masculin ou au pluriel, est-ce qu'il n'y a pas des plaisirs féminins? Ça c'est peut-être une question d'entrée, mais après vous verrez si elle vous parle. Mais ce qu'on voulait quand on a fait cette vidéo, c'était vulgariser des connaissances qui, pour certaines, n'existent qu'en anglais dans des études assez sibyllines, pour certaines quand même, j'ose le dire. Parce que, ouais. Et puis, heureusement que vous étiez là pour aussi nous expliquer ce que disaient certaines de ces études, sinon on ne serait jamais arrivé. On voulait aussi démystifier, démystifier c'est beaucoup dire, mais en tout cas rendre plus accessible, briser des tabous, déconstruire aussi des idées reçues, certaines idées, genre c'est trop complexe, on n'arrivera jamais à le dire, si, ça prend du temps, mais on peut quand même expliquer ce qui se passe au niveau de tous ces fluides, par exemple, si on veut parler de ça. On voulait proposer un discours qui soit égalitaire et positif, et puis donc lutter aussi contre le sexisme, ça nous paraissait important. Favoriser la déculpabilisation des femmes vis-à-vis de leur corps, de leur désir et de leur sexualité, parce que on est 2 ans plus tard après le scénario, la vidéo a été mise en ligne en 2020, et voilà, ça n'a pas changé forcément des masses et considérablement. On voulait contribuer au fait que les femmes, jeunes ou moins jeunes, connaissent mieux leur corps et qu'elles aient peut-être plus envie de se le réapproprier ou d'explorer, d'où les check t'achètes, je ne vais pas spoiler Sexopraxis, mais voilà, sinon c'est trop dommage. Et puis, on voulait aussi permettre aux hommes, jeunes ou pas, de mieux connaître le corps des femmes et les différentes façons de leur donner du plaisir pour les personnes que ça concerne. Là encore, j'ai dit femmes pas mal de fois, si des personnes avec vulve se sont concernées, bien sûr que notre propos s'adresse à elles également. Et puis le but, c'était de contribuer à rétablir une certaine forme d'égalité. Alors je dis pas qu'une vidéo, ça va rétablir l'égalité, on n'est quand même vraiment pas d'une présomption sans limite, mais en tout cas, s'interroger, proposer une représentation visuelle pédagogique qui permette d'avancer un petit peu, ou en tout cas d'essayer de contribuer à l'avancée. C'est pour ça que du coup il y a cette table ronde. À Lausanne, en fait, on avait fait un lancement à Genève, c'était au tout début, il n'y avait pas encore le Covid, et puis la soirée lausannoise, elle a lieu maintenant. Et puis merci infiniment aux panélistes, c'est vraiment super chouette. Merci beaucoup à vous aussi. C'est vraiment cool que vous ayez réussi à vous loguer, tout malgré les circonstances, et puis les urgences, la rhinopharyngite et tout. Merci beaucoup. Voilà, désolée Francesca, c'est dit. Et puis voilà, on espère que cette table ronde, avec le setting qu'on a prévu, justement, il va y avoir des interactions, mais puis des moments plus où il y aura des connaissances, elle vous plaira. Et puis ensuite, il y aura d'autres choses au programme, mais là, je te laisse présenter. Alors, le programme de ce soir, donc c'est cette table ronde jusqu'à 20h30. On va laisser autant de place que possible à la parole. Après, on va toutes et tous avoir un petit peu soif, faim, envie de grignoter. Donc, petite pause pour apaiser un peu tous les neurones et puis pouvoir passer à la suite du programme que je suis en train de chercher dans mes notes. Voilà. Donc, 21h, projection de la vidéo Vulvagina et un quiz animé par Camille, qui est responsable des chlamydias. 21h, voilà, un petit peu de vidéos, d'interaction, mais surtout, dès 22h30, un moment festif, de partage, d'échange. Donc voilà, c'est vraiment avec grand plaisir qu'on vous accueille pour cette soirée dans son ensemble, parce que parler des plaisirs féminins avec des micros, c'est une chose, mais après, passer un moment dans l'échange humain, se retrouver un peu en interaction humaine et puis échanger, ça n'a pas de prix. Donc voilà un peu le programme pour ce soir. En préparant cette table ronde, on a parlé voilà, du plaisir, avoir quel type de plaisir, l'injonction au plaisir, est-ce qu'on nous impose trop de rechercher à tout prix le plaisir, quels sont les signaux du plaisir physique, comment est-ce qu'on le ressent, comment est-ce qu'on le vit. Mais au fond, le plaisir, c'est quoi, en fait? À la fin de notre discussion, il y a eu vraiment ce moment où on était, peut-être qu'il faut commencer par là, alors je commence par là. C'est quoi le plaisir? C'est quoi les plaisirs,
peut-être qu'il faut utiliser plutôt le pluriel. Et je me tourne vers Zoé, peut-être, pour commencer, qui en 60 secondes, c'est-à-dire quelques mots, juste, va dire pour elle les choses qui sont intrinsèquement liées au plaisir. Et je vois que ça commence à tourner, mais rassurez-vous. Je n'ai pas préparé cette question. J'ai compris que tu allais me demander c'est quoi le plaisir féminin. Du coup, on n'est pas du tout sur... Alors, il faut juste que je pardon. me... Non, alors, mon excuse. Partons sur... Oui, pardon. Non, mais c'est vrai, on peut tout faire. Le plaisir féminin en 60 secondes. En 60 secondes. Le plaisir féminin en 60 secondes. Mais je me tourne aussi vers le public. Vous avez vu que vous avez donc ces feuilles sous les yeux. Et on va vous demander de mettre pour vous en un mot ou deux, c'est quoi pour vous le plaisir féminin? Vous allez pouvoir agiter vos feuilles et on va les lire pour celles et ceux qui le souhaitent. On va les lire à haute voix, comme ça va donner aussi un peu une idée, une cartographie de ce que c'est le plaisir féminin dans les yeux des personnes qui sont ici. Et donc, Zoé. Moi, je dirais qu'en quelques mots, le plaisir féminin, pour moi, ce serait une potentielle source de joie. T'as 60 secondes. Elle a fait 3 mots, 60 secondes, je parle vite, alors voilà. Mais c'est parfait, mais parfait. Je me suis dit, Il faut que je mette en 3 mots. Non, c'est très bien. De joie. Dire les sources de joie, dire les choses en peu de mots, c'est parfait, c'est dire le monde. Céline? Alors moi je dirais que ça fait résonner, en tout cas, ça fait résonner quelque chose qui me fait penser à mon plaisir. Donc je sens des choses à l'intérieur de mon corps quand je pense à ces mots-là, en particulier dans mes chakras du bas, on va dire. Et puis sinon, ça me fait penser au fait qu'il y en a une infinité de plaisirs et que j'ai aucune idée de ce que c'est que le plaisir féminin. C'est bien, on n'a aucune idée. On va pouvoir comme ça tourner autour de concepts extrêmement vastes. Merci. En combien de secondes? 23 secondes. Et alors c'est là qu'on va pouvoir tester la technique. Ça va être incroyable, le petit challenge de Zoom. Francesca, le plaisir féminin. Pour moi, c'est ce qui nous fait de bien. On t'entend, c'est bien. Très bien. Et alors, Jasmine? C'est une vague de bien-être et de joie. On a juste... Vous avez entendu? Juste pas le début. Et on a pris en cours de route. C'est une vague de bien-être et joie. Une vague, quelque chose qui est à la fois intime, mais qui est aussi partagé avec beaucoup de personnes. Enfin, je me tourne maintenant vers le public pour voir s'il y a des idées, peut-être, de mots qui seraient associés au plaisir. Si des personnes sont inspirées ou pas du tout, pour vous, le plaisir, ou ça peut être une expérience ou... Voilà, alors moi je qualifierais d'énergie de vie le plaisir. Une énergie de vie, Voilà. magnifique, énergie de vie. C'est en tout cas pas dans le domaine de l'injonction. Alors il y a Jasmine et puis Francesca qui ne nous entendent pas, toujours pas maintenant, 1, 2, 1, 2. Voilà, elle veut qu'on réactive le micro. Est-ce que vous nous entendez là maintenant? Oui, voilà. Donc énergie de vie. Énergie de vie pour une personne du public. Est-ce que ça suscite d'autres... Non, c'était un masque qui se levait, c'était pas une main. Vous pouvez brandir les feuilles si vous voulez. Oui, vous n'êtes pas obligé de le dire. Hein. Il y a personne qui... Ok. Bah, on va voir un peu si au fil de cette soirée, ça ouvre des horizons, des réflexions, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Oui. Alors j'ai mis un moment très agréable, très agréable, suspendu dans le temps. C'est un peu comme ça s'arrête. Un moment, je répète pour un moment très agréable, très agréable, suspendu dans le temps. Et ça hoche la tête. Oui. Je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit. Il y a un peu une infinité de sensations différentes et plusieurs plaisirs. Mais quand j'essaie de réfléchir un peu à qu'est-ce que le plaisir féminin, qu'est-ce que le plaisir féminin, j'ai un peu l'impression que j'ai plus de facilité à savoir ce qui n'est pas un plaisir et à répondre un peu à la question en ce moment. En fait. Je sais ce qui n'est pas un plaisir. Plus concret et plus facile à
Je peux me permettre? Oui. Je peux te tutoyer? Oui. Tu dis parce qu'il manque les mots ou parce qu'il manque les sensations? Tu vois, parce que on s'est posé aussi cette question du plaisir parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de mots pour décrire une douleur. Ça pique, ça gratte, ça brûle, ça tend, etc. Puis qu'on en avait très peu pour parler du plaisir. Puis du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est on a une variation du vocabulaire qui est assez restreinte pour parler du plaisir ou bien même à identifier dans le corps. C'est pas si évident que ça de reconnaître c'est quoi le plaisir. Probablement les deux, et aussi c'est certainement lié à toutes les injonctions. On est un peu parfois dans une performance. Cette capacité à lâcher prise et vraiment accepter aussi le plaisir. Enfin, je pense que ça demande aussi une certaine ouverture. C'est pas toujours facile. Et on se concentre beaucoup sur ce qu'il ne faut pas faire ou même parfois par anticipation, peur de certaines choses, et du coup se priver peut-être du plaisir ou ne pas être disponible pour accueillir certains plaisirs. Merci beaucoup pour ce partage, hein. Vraiment c'est précieux et je pense que ça rejoint totalement voilà, des choses qu'on peut définir en creux parfois par une absence et c'est à nous aussi de développer un vocabulaire, de développer cette richesse et vraiment je pense que par la pratique, typiquement par Sexopraxis, je pense qu'il y a aussi peut-être des palettes comme ça qu'on peut partager, qu'on peut... Alors on n'a pas fait un lexique du plaisir parce que je trouve aussi que le mot plaisir, en fait, il est réducteur de la gamme de sensations qu'on peut ressentir dans la sexualité parce que souvent quand on parle de plaisir, là en l'occurrence de plaisir féminin, en fait il y avait une grosse ellipse, c'était le plaisir sexuel féminin dont on était en train de parler. Et ce concept-là, même si on va regarder souvent l'apogée du plaisir, on l'a décrit comme l'orgasme. En fait, l'orgasme, si on décortique vraiment les sensations, ça peut être des sensations qui sont tellement intenses que c'est pas forcément du plaisir léger, ça peut être un truc qui te prend et qui te bouleverse, peut-être qui te fait un peu mal et qui te tend, qui explose. Enfin, t'es pas sur la petite brise légère au bord de la plage non plus, tu vois. Et du coup, cette notion-là de plaisir, elle est hyper restrictive en soi de la palette de sensations qui sont vécues et d'émotions, parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions qui sont vécues dans la sexualité. Puis les émotions, elles se traduisent en sensations corporelles. Si je suis triste, je peux avoir la gorge qui se serre, par exemple. Ça, je le prends en compte comment? Je peux avoir du plaisir génital pendant que je fais l'amour en étant triste. Alors du coup, comment est-ce que ça se cumule? Les sensations des émotions, les sensations vraiment sensuelles, hein, liées aux caresses et autres. Et je trouve que plaisir, en fait, c'est un peu restrictif pour parler de toutes ces sensations-là. Et je pense que voilà, les enrichir de tous nos mots puis de tous nos concepts, c'est comme ça qu'on arrive à... C'est hyper individuel en plus. Il n'y a pas une expérience qui est... On ne sait pas. Moi, je ne sais pas si mes orgasmes sont les mêmes que les tiens, par exemple. On ne saura jamais. Donc, c'est pas grave, en même temps, si on ne sait pas. Tu voulais dire Moi, je pense que je voulais juste vous dire quelque chose par rapport au plaisir aussi qui est très tabou dans notre société, en fait, en général, pas seulement le plaisir sexuel, mais aussi, je sais pas, la nourriture, enfin, tous les plaisirs. On n'a pas tellement, surtout en Suisse, avec le côté un peu protestant, on n'a pas le droit de faire du bruit en général quand on se délecte de quelque chose, même à table, en fait. Donc, il y a quelque chose aussi dans notre société qui nous permet pas nécessairement de pouvoir exprimer en fait toute cette palette d'émotions, de sensations, de ressentis, etc. Un carcan voilà, qui s'explique aussi par des éléments sociaux, culturels, ambiants. Et alors, on va arriver à un point technique, désolée. Rien de mieux que du coup de passer par un historique qui nous a menés jusqu'ici. Et nous allons donc avoir une présentation par Francesca Arena qui va nous faire le point historique pour commencer avec des éléments concrets. Voilà, normalement s'affichent des diapositives et le son va miraculeusement venir. Il faut muter un ordi parce qu'il y a un écho.
C'est muté, c'est bon. Alors, juste, je vais parler? Oui. Donc, bonsoir déjà, désolée d'être à distance. J'aurais beaucoup aimé être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous me faites des signes si vous ne m'entendez pas. Et je vais prendre très peu de temps en fait, parce que je vois déjà que c'est 7h40 et c'est bien si on a le temps de discuter tous ensemble, tout ensemble. Juste en fait pour souligner que si on regarde cette question du plaisir à partir d'une perspective d'histoire de la médecine, qui est la mienne, donc c'est celle-là que je vais pouvoir vous raconter, pas une autre, c'est intéressant de savoir que pour le médecin, cette histoire du plaisir, elle n'est pas une histoire linéaire, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression quand on regarde la médecine, que la médecine est quelque chose d'évolutif, que du passé jusqu'au présent, on suit une ligne progressive, que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est mieux ou plus scientifique que ce qu'on savait hier, mais en fait, non, la médecine, elle est tous les temps scientifique, elle est tous les temps influencée par des contextes sociaux, culturels, politiques aussi, et que notamment sur cette question du plaisir, c'est intéressant parce que finalement, on a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des tendances qui sont versées, c'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui concerne l'histoire de l'organe du plaisir féminin, le clitoris, on a des apparitions et disparitions de cet organe dans les savoirs médicaux qui vont et qui viennent. C'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, on assiste à nouveau à une importance du clitoris dans les savoirs médicaux, mais aussi dans les savoirs féministes. Et en fait, pour tout le long XXe siècle, ce clitoris, il avait un peu été obnubilé dans les livres cachés. Alors que si on remonte encore en arrière, on va vers les 17e ou 16e, la Renaissance, en fait, on retrouve des tables anatomiques où il y a ces clitoris. Là, vous en avez un exemple. Alors, je ne peux pas toucher au PowerPoint, moi, donc peut-être je vais juste un peu de temps à autre dire de passer au slide suivant. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, donc là, on peut avancer un petit peu, peut-être parce que je voudrais dire des choses sur la reproduction. Est-ce que c'est possible d'avancer les PowerPoint? S'il vous plaît. Ah, en fait, c'est sur son écran. Non, c'est pas grave, je parle sans PowerPoint. Donc en fait, ce qui est intéressant de savoir, là je viens de dire par rapport à l'organe, au clitoris, c'est intéressant de savoir aussi que pour un temps très long, la question du plaisir féminin, elle a été... Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous entends pas. Hein. Ah oui, voilà. Voilà, il faut nous dire en fait quand avancer. Et parce qu'en fait, nous, ça avance, mais c'est ici que ça avance pas. C'est moi qui gère les slides. Donc il faut juste qu'elle me dise quel slide elle veut. Et il faut que tu dises quel slide tu veux, et puis c'est à la technique ici qu'on avancera. Mais c'est pas les mêmes qui sont affichés ici et sur son écran elle, donc en fait... Normalement oui, mais c'est un parcours. Oui, c'est les mêmes. Bah non, c'est pas les mêmes, là ça fait un moment que c'est celle-ci qui est affichée. Donc il faut juste... Est-ce que tu m'entends, Francesca? Est-ce qu'il faut juste... C'est trop compliqué là, on va laisser tomber avec le slide. D'accord. D'accord, ok. Bon. Moi je vais pas les bouger. Alors, un bref historique, un bref élément historique qui nous situe un peu en contexte, ça te va? Sans slide. Oui, ok, d'accord. Alors on y va comme ça, ok. Donc, du coup, la seule chose que je voulais encore dire avant de m'arrêter. Voilà, alors on te remet sur le haut-parleur et on... Une seconde, le haut-parleur est là. Je t'entends pas là. C'est bon. Je vous entends pas. Nous on t'entend. Vas-y, tu peux finir ton propos. J'entends pas. Tu peux finir ton propos, c'est tout bon. Merci beaucoup. Donc juste, je voulais dire avant de terminer que cette question du plaisir, on peut l'aborder du côté de l'organe ou des organes en fait autour du plaisir, mais aussi du côté de la reproduction. Il y a quelques slides, je ne sais pas si vous arrivez à les voir ou pas autour de cette question de la reproduction et de la fécondation, parce qu'en fait, pour une très longue époque, à nouveau pour les médecins et pour la médecine, les plaisirs, il est, celui de la femme en l'occurrence, il est
pensées comme du plaisir masculin et comme de l'éjaculation. Et en fait, on pense pour une très longue période, encore dans certains textes du XVIIe siècle, que la femme elle a aussi des testicules, qui seraient en fait ses ovaires. Et que c'est ces organes qui donnent en fait une semence qui permet la reproduction, mais que donc on croit pour une très longue période que le plaisir féminin est aussi indispensable à la fécondation. Donc il est quelque part soutenu par la médecine, par une médecine qui est plutôt ancienne, alors que dans une époque plus récente, à partir notamment de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, on commence à dire que ce plaisir, il n'est pas du tout lié à la fécondation pour la femme, et donc on sépare les questions, et c'est là qu'en fait, en quelque sorte, le plaisir de la femme il devient pour la médecine pas du tout important et qu'on peut délaisser. Même jusqu'à des paradoxes qui sont très importants au XIXe siècle, où on dit que si la femme éprouve trop de plaisir, en fait, c'est pathologique, et donc on fait chez nous, dans la médecine occidentale, au XVIIe, XVIIIe et encore au début du XIXe siècle, des amputations du clitoris, justement parce qu'on pense que parfois ce clitoris, il excite trop le corps de la femme, il excite trop le psyché de la femme, et qu'il faut donc le couper. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci, et je suis disponible pour des questions. Merci beaucoup. Merci Francesca. Et donc après ces éléments historiques... Elles n'entendent pas. Elles n'entendent pas. Alors, oui, pardon, il faut que j'active le micro ici. Voilà. Merci pour la patience de tout le monde sur les éléments techniques, c'est chaud, mais on y arrive. Et donc, après ces éléments historiques, des perspectives, disons, relativement longues, intéressons-nous peut-être à ce qui aurait vraiment changé ces dernières années, parce qu'il y a cette impression que là, ces derniers temps, on découvre le clitoris, enfin voilà, qu'il existe, qu'on découvre qu'il n'existe pas que des clitoris, que les femmes ne se résument pas en clitoris. Enfin, alors peut-être qu'on redécouvre aussi un petit peu la roue par moment. Je vais me tourner vers nos intervenantes. Si des personnes ont des post-it bleus sur lesquels des questions fondamentales auxquelles elles souhaiteraient répondre ce soir, enfin, que ces personnes nous fassent signe si jamais vous avez un post-it bleu avec une question ou une attente particulière, parce que c'est maintenant qu'on va les intégrer à la discussion. Voilà, n'hésitez pas. Mais donc d'abord, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des post-it bleus? Oui. Je passe. Voilà. Donc, merci. Ah, mais les stylos, c'était là. Voilà. Donc, les stylos circulent. Mais d'abord, qu'est-ce qui a changé vraiment ces dernières ces récentes années? Non. Ici. L'autre hémisphère non plus. Ok, d'accord. Bon. Alors, on va essayer. Ces dernières années, toutes récentes, dans vos expertises et dans vos recherches, je vais commencer à ma gauche et puis après on passera à Jasmine. Avec plaisir. Moi, en tant que biologiste et enseignant en faculté de médecine dans une unité qui enseigne en gros l'appareil reproducteur aux étudiants en deuxième année, moi j'ai en gros découvert en 2016, on va dire, grâce au travail d'Odile Fillot et puis un article dans The Guardian, dans un journal anglais, que mon clitoris ne se résumait pas à sa partie externe. Je suis biologiste de la reproduction, donc c'était quand même assez surprenant pour moi-même de savoir que j'avais toutes ces autres choses dans mon corps que je ne savais pas qui étaient là. Et on a, au Bioscope, imprimé un clitoris en 3D, puis je me suis baladée dans le centre médical universitaire, parlé à tous mes amis, professeurs, experts en biologie de la repro. Et il y en a qui disaient que c'était un truc pour poser l'iPhone, il y en a d'autres qui ont dit que c'était une algue ou une fleur, ou enfin voilà. Donc j'étais pas la seule dans mon ignorance. Donc grâce à cette rencontre magnifique avec Yasmine et nos étudiants, on s'est dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc on a appelé la RTS et Tania Chitil, qui est une copine, puis Yasmine a fait un 1245, et on a vraiment démarré tout ça grâce au travail de Odile Fillot, vraiment, et ce qui a médiatisé cet objet 3D qui, tout d'un coup, on peut se l'approprier, on peut comprendre beaucoup mieux vraiment la forme de cet organe. Et je dois dire, alors après, on a évolué dans le travail, on en reparlera peut-être les trois ensemble, parce qu'on donne un cours ensemble en deuxième de médecine, justement, d'histoire de la médecine. Mais moi, j'ai envie de dire aussi, pour moi personnellement, et ça je parle vraiment en tant que Céline et pas en tant que prof là,
c'est que le fait d'avoir compris qu'il y avait ces structures à l'intérieur de mon corps, ça a changé vraiment mes ressentis en fait personnels dans ma sexualité et dans mes sensations de plaisir, ma proprioception, je ne sais pas, de savoir qu'il y avait cette structure-là, et de me l'imaginer même intérieurement, ça je crois vraiment clairement modifié. Voilà, je savais que c'était ce qu'était un orgasme avant et après, mais c'est quand même quelque chose qui est vraiment différent, donc ça m'a inspiré non seulement pour ben voilà, que tout le monde sache quand même l'anatomie de cet organe, et puis aussi faire un travail autour de déconstruire les tabous par rapport à ça, etc. Oui, alors donc comprendre, c'est gagner enfin voilà, quelque chose d'assez incroyable sur sa maîtrise de son propre corps. Je voulais juste dire aussi que ben, on peut, moi la première, je souris quand je réalise qu'on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un clitoris, mais tant que personne ne nous l'a expliqué, c'est aussi normal de ne pas le savoir. Enfin, il y a aussi quelque chose où personne n'est bête par rapport à ça. Par contre, on peut être ignorant ou ignorante parce qu'on n'a pas eu accès à ces informations. Donc c'était ça tout le but de notre projet qu'on a démarré avec Yasmine, et puis ensuite cette association avec Francesca sur le cours d'histoire de la médecine, mais tous les autres aspects du projet, c'est vraiment puis ce qu'on a fait en 2019, c'est d'introduire l'anatomie complète du clitoris dans les manuels scolaires romans. Donc c'est pas toute la Suisse, mais déjà la Suisse romande. Donc il y a un peu des résistances dans certains autres cantons. Et voilà, donc... on passera le rejeté pour t'expliquer. C'est quand même quelque chose de donner accès en fait à toutes et tous à l'anatomie, en tout cas complète, des corps, mâles et femelles, je parlerai en termes de biologie. Du coup, c'était un élément essentiel. On va passer à une intervention par Jasmine sur ces questions, donc voilà, sur ce qu'on a appris récemment. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, ce soir, c'est un changement. Une soirée avec une biologiste, une historienne, une sexologue, un gynécologue, pour parler de ça, malgré le Covid. C'est déjà un changement, je trouve. En milieu scientifique et clinique, je dirais que quand, par exemple, moi j'ai commencé à travailler avec des patients qui avaient subi une excision, et en 2007 déjà, jusqu'à 2010 comme ça, on pensait que le clitoris avait été enlevé pour toujours, parce que le clitoris était toujours dessiné comme seulement le gland. Et donc on pensait que ces patients, par exemple, ne pouvaient pas avoir de plaisir sexuel. En fait, moi, en pratique clinique, je voyais que ce n'était pas vrai. Donc même l'Organisation mondiale de la santé parlait de clitoridectomie. Ça a été changé l'année passée, par exemple. Donc il y a eu plein de changements, je dirais, dans les manuels scolaires, dans la littérature scientifique, médicale, et surtout, je dirais, dans la divulgation de ces informations. Là, c'est depuis déjà qu'on a introduit les cours il y a quelques années. Chaque année, on doit mettre à jour le cours parce qu'on s'est rendu compte que, aussi grâce aux informations qui circulent dans les réseaux sociaux, pas seulement en milieu scientifique, parfois ça va même plus vite sur les réseaux sociaux. Voilà, en termes de divulgation, il y a, je trouve, beaucoup plus de connaissances sur l'anatomie sexuelle féminine. Anatomie et physiologie. Après, bien sûr, les sources sont variables avec la qualité des informations et les bases scientifiques derrière certaines informations qui circulent, mais même ça crée beaucoup de débats et je dirais plus de connaissances et de curiosité. Après, il y a encore beaucoup de travail, parce qu'on rencontre quotidiennement des femmes qui ne connaissent pas, même pas le mot, par exemple, vulve. Et je m'arrête là. Merci. Alors, il faut juste que je récupère le micro. Merci beaucoup. Alors, je pense que ces interventions, elles soulignent que ce qui a changé ces derniers... que les savoirs scientifiques ont une portée politique. Il y a parfois cette impression que la science, c'est quelque chose de très neutre, comme la science dit ce que c'est à peu près, que l'innervement d'un clitoris, ben voilà, c'est comme ça et puis pas autrement, et qu'on doit s'en accommoder en tant que personne avec une vulve et un clitoris. Et ce qu'on perçoit avec nos intervenantes ce soir, c'est qu'en fait,
oui, ces savoirs scientifiques, ils ont un point de vue situé, ils ont des impacts sur notre vie, sur notre façon de comprendre notre corps. Et en fait, la science peut être déconstruite. La science, c'est pas un monobloc comme ça qu'il faudrait accepter, parce que c'est aussi des choses qu'on entend dans les débats sur le genre, par exemple, de dire la science, c'est la science, puis c'est comme ça et c'est tout. Non, la science, le principe même, c'est que les savoirs évoluent, que des certitudes d'hier sont déconstruites aujourd'hui, que ce qu'on pensait être absolu au 19e siècle, au 21e, c'est plus forcément la norme. Donc, j'ai envie de rebondir peut-être, parce que ça fait aussi partie des attentes, sur l'intérêt de questionner la science, de critiquer la science, et donc de comprendre aussi toutes ces sources, finalement. Et je ne sais pas si ça suscite... Moi, je peux peut-être rebondir quand même sur... Ça marche pas. Ah, voilà. Sur peut-être juste avant, en fait, sur l'importance de l'éducation. Moi, j'organise... Bon, du coup, vous avez fait un peu des trailers comme ça, mais des ateliers qui s'appellent Check ta chatte. Où le but c'est de faire en fait de l'éducation sexuelle pour adultes, où on va à la fois apprendre justement anatomiquement à quoi ça ressemble, on fait un bout d'histoire aussi mais finalement comment ça se fait qu'on en est arrivé à devoir faire un cours pour apprendre ça quand on est une grande personne, et puis après on va passer à une zone d'auto-exploration et puis d'auto-expérimentation pour aller, mais concrètement il y a une différence entre un dessin et une vulve en 3D. Et du coup, déjà souvent, ce passage-là, il n'est pas facile et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ce côté d'éducation, enfin, éducation, je n'aime pas trop ce mot-là, mais plutôt combler les lacunes de l'éducation, on va dire ça comme ça. Où, en fait, c'est pas... J'ai trouvé que c'était très juste ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est... On peut être une personne très éduquée, très instruite, très intelligente et pas savoir par exemple que le pipi ne sort pas par le vagin. Et puis c'est pas parce qu'on a mal fait quelque chose ou qu'on ne sait pas, c'est juste qu'on ne nous l'a pas appris. Et puis ça devrait pas être un effort de devoir savoir comment notre corps il est constitué, surtout comment notre sexe est constitué, alors que ça occupe tellement de notre esprit toute la journée, notre sexualité, nos rapports sociaux et amoureux, etc. Et donc je pense que en tout cas, moi, je vois aussi qu'il y a un accès différent au plaisir et à s'autoriser à avoir du plaisir si je comprends ce qui se passe, en fait, entre mes jambes. Parce que... Je vais prendre ça dans les mains, parce que voilà... ce qui n'est pas... tout ce qu'on ne nomme pas, ça n'existe pas. Et en permanence, en fait, on assiste à une excision culturelle du clitoris et puis du plaisir féminin, etc. C'est compliqué de ressentir quelque chose si on ne sait pas qu'on peut le ressentir. Et du coup, je pense que cette éducation sexuelle-là, elle crée des ponts vers un plaisir possible. Ça ne veut pas forcément dire que ça le déclenche automatiquement, ou ça donne du sens à des sensations. Par exemple, ce que tu racontes sur... les sensations ressenties une fois que tu sais à quoi ça ressemble en entier, ça je l'entends beaucoup. Tout d'un coup je me rends compte qu'en fait j'ai des sensations au niveau des lèvres et tout ça. Il y a des personnes chez qui ça le fait, des personnes chez qui ça le fait pas. Alors ça serait intéressant de savoir, est-ce que la connaissance a réveillé la sensation, ou est-ce que c'est une sensation qui était déjà là et sur laquelle on a pu mettre un sens, ce qui est aussi très rassurant, parce que ça fait aussi peur d'avoir un corps qui nous échappe dans l'amplitude de ces sensations, dans l'ampleur de ces sensations. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais réagir par rapport à l'éducation. C'est super intéressant, parce que aussi c'est des choses qu'on peut retrouver par exemple dans des thérapies psy ou comme ça, où il suffit pas de dire je ressens une émotion, ça peut être mais où est-ce que je la ressens, d'où est-ce que ça vient, où est-ce que c'est situé finalement. Je voulais juste dire que suite à cette ouverture, on va dire sociale, réouverture sociale sur le clitoris, j'ai trouvé vraiment intéressant de découvrir ces sites comme Oh My God Yes en anglais. J'imagine que c'est des choses que vous faites dans des ateliers en vrai, c'est le mieux d'être en vrai sûrement, mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui est en fait le tabou de la vulve qui se déconstruit aussi petit à petit, la vision de la vulve, qu'on puisse la regarder, la voir, la toucher, etc. Et que, Oh My God Yes, ou bien il y a Climax, c'est pas pour faire de la pub, mais du tout, mais il y a aussi Climax en France, où c'est vraiment des espèces de, un peu d'outils pédagogiques comme ça, où on peut regarder sa vulve, on peut comprendre comment elle est faite, et puis aussi aller même à la découverte de son propre plaisir. Et j'ai trouvé vraiment intéressant ces approches aussi, qui sont, là c'est pas universitaire, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant.
Et je pense que c'est important de dire qu'il faut du courage en fait pour oser faire ça, parce que ça fait peur, parce que quand toute notre éducation puis notre culture elle nous a dit que notre sexe il était inconvenant ou pire qu'il était dangereux ou sale, etc., bah, c'est difficile de s'autoriser à soi-même, de se dire ok bah, je vais les regarder et puis je vais être ok de peut-être toucher puis de voir les sensations que ça me fait, tout ça. Il y a des personnes pour qui c'est difficile et c'est normal que ce soit difficile pour ces personnes-là parce que tout tend à faire en sorte qu'on n'ait pas le droit et qu'on n'ait pas envie de le faire. Je dis juste ça parce que des fois on peut se dire ah bah super, on est libéré, maintenant on sait des choses, bah il n'y a plus qu'à. Et en fait, bah, même si la tête elle veut, bah, le corps il reste enfermé dans des années et toute une éducation qui fait que c'est pas si évident que ça de faire ce chemin. Jasmine souhaite intervenir à distance, on va lui laisser le micro. Ça a déjà été un peu dit ce que je voulais dire, mais je voulais juste dire que moi, à la place du mot éducation, je dirais plus un accès à une information neutre, parce qu'après, il y a une grande diversité parmi tout le monde par rapport aux informations qu'on veut avoir, aux choses qu'on veut faire, aux choses qui nous plaisent. Et ça peut aussi changer en fonction des moments de notre vie. Donc je dirais que le fait de recevoir une information, savoir où elle se trouve, après, si on a envie, on peut aller la chercher. Quand on a envie, on peut la chercher. Si on veut faire des choses ou pas, on peut le faire. Dans notre expérience avec nos patientes, excisées ou pas excisées, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très similaires. Par exemple, Céline a mentionné des sites, on voit qu'ils sont très appréciés par certaines, pas du tout appréciés par d'autres. Et ça peut changer, comme j'ai dit, en fonction des périodes de notre vie. Alors je dirais le fait, parfois, quand on a reçu ou on n'a pas reçu en fait cette information, on a toujours pensé qu'on n'avait pas le droit d'avoir accédé à cette information, que ça peut prendre du temps pour aller la chercher, même si on sait qu'elle existe. Et je dirais qu'en général, la raison principale, c'est que quand on a cette information, quand on sait comment on est fait, c'est qui nous donne du plaisir, c'est qu'on aime, et c'est qu'on peut aussi demander et chercher, bah, ça donne du pouvoir. Et c'est ça en fait que Francesca peut parler de ça au niveau historique, social. C'est ça le problème. Voilà. Elle lève la main, on va lui laisser la parole à Francesca pour rebondir là-dessus. Oui, je peux parler? Oui, je voulais juste rebondir sur ce que j'avais dit au début de mon temps de parole. Parce qu'en fait, on croit toujours donc, que les savoirs d'aujourd'hui, ce sont les savoirs qui sont vrais, qu'on aurait aujourd'hui une information qui est neutre, parce qu'elle est scientifique. Mais en fait, comme j'essaie de montrer, en histoire de la médecine, les savoirs de la médecine, ils sont toujours au prisme de la société, ils sont toujours au prisme de politique, même ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, les savoirs d'aujourd'hui de la médecine et de la science sont conditionnés par les croyances qu'on a, sociales, politiques, culturelles d'aujourd'hui, et qui ne sont pas vraies en tant que simplement, on ne peut pas les regarder de ce côté-là. Donc en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête, parce que ça nous ouvre les champs à la construction des savoirs qui est complexe, et que pour avoir accès à une information qui soit neutre, il faut souvent chercher l'information à plusieurs, en fait, dans plusieurs sources. L'histoire nous apprend ça. Dans plusieurs textes, dans plusieurs rencontres, parce que c'est simplement comme ça qu'on pourra avoir la possibilité d'avoir une information plurielle et donc plus précise sans doute. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. L'heure avance, le but étant aussi que la salle participe, donc à partir de maintenant, vraiment, vous faites le moindre signe, un geste et je vais vous intégrer. Ah. Voilà, à partir de nous entrons dans un moment où je vais être vraiment attentive aux signes du public. Faites un geste et puis la parole, elle est à vous. C'est aussi un moment où vous pouvez vous saisir voilà, de l'expertise qui est là autour de la table, avec des visions très différentes, que ce soit des questions axées sur la biologie, sur la constitution même du corps, ou les interactions entre les personnes qui ont des interactions sexuelles, ou soi-même avec son propre corps. Enfin, vraiment, tout est ouvert, donc profitez-en. C'est vraiment une chance extraordinaire.
Je rebondis sur ce qui a été dit par Jasmine un peu plus tôt, parce qu'on en a parlé aussi au moment de préparer cette table ronde. C'est l'aspect profondément culturel, la sexualité et le plaisir. Ce sont des choses à la fois très partagées et finalement très empreintes par notre culture. Ce soir ici, on est un public majoritairement occidental, européen, disons de l'Ouest, quoi, mais ça n'empêche pas d'intégrer, même si les partages qu'on aura seront liés à cette expérience, d'intégrer le fait que voilà, cette diversité des cultures, on doit la prendre en compte, et qu'une perception, elle peut changer d'un endroit à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une période à l'autre, voilà, et que l'important, c'est la légitimité, c'est ce qu'on éprouve, ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente, est en soi profondément légitime. Et une des intervenantes, je m'excuse, j'ai pas noté le nom de qui disait ça, mais disait que, en préparant cette table ronde, que finalement la science c'est une chose, c'est très important, c'est capital, mais que les expériences de chacun et chacune ici valent tout autant, ou sont en tout cas tout autant légitimes que n'importe quel essai ou n'importe quelle étude qu'on va amener sur la table. Donc voilà, sentez-vous légitime et portez cette légitimité aussi au moment de poser des questions ou de faire des interventions, parce que voilà, tout est possible. C'est pas qu'il y a un panel d'experts, d'expertes et vous qui apprenez, c'est un échange. Et vous pouvez aussi combler nos lacunes à nous. Voilà. Une question. Si oui. c'est vraiment des questions. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas une question piège du tout, mais qu'est-ce que tu ne sais pas encore? La surprise. C'est le début du quiz. Voilà, ça, on n'en avait pas parlé. Non, mais je m'étais posé la question de savoir sur quoi la recherche. Parce que quand on a fait la vidéo, on a vu que, par exemple, quelqu'un comme Odile Fillot n'a pas été rétribuée pour toutes les recherches qu'elle a faites. C'est des choses qu'elle a faites aussi, notamment de façon assez indépendante. Et moi, j'aimerais juste savoir quelles sont les recherches qui portent aujourd'hui dans le domaine, par exemple, de la biologie ou de l'histoire sur le plaisir féminin. Est-ce qu'on continue d'investiguer ce qui se passe autour du clitoris? Est-ce qu'on fait des recherches sur les autres, je sais pas moi, sur les corps spongieux de l'urètre, ce qui est quand même super passionnant. Non, pour de vrai, hein. Et ou le complexe cyto-vaginal, est-ce qu'il a changé de nom? J'en sais rien. Et puis la deuxième question, un peu corollaire, parce que c'est quand même aussi le nerf de la guerre, c'est à savoir, est-ce que ces recherches sont financées, et oui, comment? Céline. Alors, je commence, puis Yasmine aura plein de trucs à rajouter, j'imagine. En fait, par rapport à... Justement, on est en train de faire une petite brochure qui s'appelle Mon sexe et moi, qui est pour les ados, sur vraiment les organes génitaux et la réponse sexuelle, en fait. On remarque qu'il y a très peu d'informations à l'école ou à l'université sur la réponse sexuelle, et justement que le corps est, en fait, on va dire un peu câblé chez toutes et tous pour le plaisir. Et dans ce contexte, on parle justement des orgasmes et de l'orgasme vaginal clitoridien qui n'est que clitoridien, etc. Et encore hier soir, une collègue à qui j'ai fait relire la brochure disait, parce qu'on a quand même ce discours que finalement le clitoris c'est l'organe qui est responsable de l'orgasme, de déclencher en tout cas l'orgasme. Et puis en fait, maintenant, il y a des papiers plus récents qui étudient en fait tout le mapping de l'intérieur du corps, donc que ce soit le col de l'utérus, le vagin, le clitoris, dans le cerveau, donc dans le cortex sensitif en fait, dans le cerveau. Et que il y a des personnes qui racontent des orgasmes qui sont plutôt internes, même s'ils sont peut-être pas vaginaux parce que le vagin n'est pas très innervé, mais qu'en fait peut-être ça viendrait quand même du col de l'utérus. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de questions. Il y a très peu de papiers quand on regarde vraiment, avec Yasmine et Francesca, quand on fait notre cours et qu'on compare dans les moteurs de recherche sur la biologie, en fait combien il y a d'études qui sortent sur le pénis et d'autres sur le clitoris, c'est vraiment un facteur de, en tout cas 25 de moins. Donc il y a vraiment moins de travail qui est fait. Et il y a encore des questions vraiment fondamentales sur lesquelles on va travailler avec Yasmine justement, qui sont même l'anatomie vraiment en fait du clitoris. Il y a encore des débats sur certaines régions du clitoris, est-ce que c'est comme ci ou comme ça, enfin voilà. Donc il y a encore de la recherche qui est faite, mais je dirais qu'il y en a assez peu, ça a peut-être augmenté, mais moi je ne peux pas le dire d'une façon vraiment quantitative. Voilà. Yasmine. Recherche sur ce sujet. Déjà, par exemple, le corps spongieux de l'urètre, même quand on regarde les dessins,
le corps spongieux de l'urètre féminin. Et parfois, il est dessiné, en fait, la hauteur de ces corps spongieux et la longueur de ces corps spongieux, c'est dans chaque papier, c'est différent. Les dessins, ils ne sont pas concordants. Et quand on va creuser, on cherche, parce que les papiers, ils se citent entre eux, parfois on cherche la source de l'information, on ne trouve pas vraiment la source de l'information anatomique. Donc, je dirais les sujets, pour répondre précisément à la question, les sujets qui sont en train d'être investigués, qui nécessitent encore des clarifications en termes anatomiques, c'est les corps spongieux de l'urètre, c'est certaines choses en lien avec les trajets du nerf dorsal du clitoris, parce que par exemple, jusqu'à il y a peu de temps, il n'était pas décrit comme il est décrit actuellement, suite à des études de dissection sur des cadavres frais, où vraiment on a obtenu enfin des très belles photos sur les trajets du nerf dorsal jusque vraiment au gland. Encore des questions de recherche sont sur les tissus du gland du clitoris, qui souvent est appelé comme un corps spongieux un peu rudimentaire, pas exactement comme les tissus qui fait les bulbes. Et là, on a encore besoin de certaines clarifications. Et après, je dirais en général sur la réponse sexuelle féminine et ce qu'on appelle la dysfonction sexuelle, des éventuels traitements médicamenteux et des traitements aussi non médicamenteux. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de choses encore à investiguer et en plus à investiguer de façon, je ne peux pas dire correcte, mais avec une bonne approche scientifique et multidisciplinaire, que ce ne soit pas que biologique, mais qu'il y ait aussi de la neurophysiologie, de la psychologie, une étude des muscles aussi qui sont associés par exemple au périnée. Donc qu'on arrive à intégrer de l'information par plusieurs horizons et plusieurs disciplines. Donc je dirais en fait, au niveau des fonds, c'est plus difficile de répondre parce qu'il y a des fonds qui peuvent être utilisés, mais souvent, vous connaissez quand il y a les inhibiteurs de la phosphodiesterase, donc le Viagra, le sildenafil qui est sorti, il y a eu beaucoup de fonds qui ont financé beaucoup de recherches sur la dysfonction érectile. Et on n'a pas eu exactement la même chose pour la sexualité féminine. Donc c'est vrai qu'il y a eu des études parfois plus petites ou sur la souris. Et souvent, donc moi quand je cherche une information, je ne la trouve pas pour la femme, je cherche chez l'homme parfois parce que je trouve des indications en littérature. Mais je dirais qu'il y a plein de questions de recherche encore à aborder. Il y a des fonds, mais souvent, certains fonds sont liés aussi au traitement de certaines dysfonctions et maladies. Et pour la femme, ce n'est pas comme pour la dysfonction érectile où il y a eu vraiment plein de recherches qui sont sorties, qui ont clarifié beaucoup de mécanismes qu'on connaissait moins bien avant. Merci beaucoup pour cette intervention. Et il y a une remarque ou une relance, une question en tout cas par Zoé. À part s'il y a d'autres personnes qui ont des questions là tout de suite, ça va. Parce que je ne vais pas monopoliser non plus, mais moi je suis aussi très intéressée d'avoir des expertes comme vous. Alors j'ai des questions à poser. Notamment autour de l'orgasme qui est... Parce que j'ai des personnes qui me racontent par exemple avoir des orgasmes qui sont déclenchés par la stimulation des mamelons, voire même des caresses dans le cou, on m'a raconté. Et du coup, comment ça marche au niveau... Parce que souvent on dit c'est le clitoris qui déclenche l'orgasme, là il est clairement pas là. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait même des nerfs qui allaient jusqu'au téton, etc. Mais je me suis dit que vous étiez vraiment calé pour ça. Je voulais savoir comment ça fonctionne. Yasmine, tu veux... Alors on n'a pas la réponse, hein. C'est une autre question de recherche. Moi je n'ai pas la réponse, après on ne peut pas connaître tout ce qui est sorti, mais j'essaie d'étudier régulièrement, mais pour ça je n'ai pas trouvé des papiers. Ce qu'on sait, c'est que l'orgasme c'est un réflexe. On ne sait pas exactement toujours pourquoi cette réaction arrive, mais on sait que les stimuli qui peuvent provoquer ces réflexes sont différents. Ce n'est pas toujours des stimuli génitaux, ce n'est pas toujours des stimuli clitoridiens. Et même des personnes qui ont eu des lésions nerveuses peuvent avoir des orgasmes. Ça, c'est connu dans différents sexes. Donc,
Par contre, ce qui est assez bien décrit, c'est, mais ça on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est juste pour dire que la physiologie du plaisir sexuel, et de la lubrification et de l'orgasme est assez bien décrite du point de vue du système nerveux, au niveau cérébral, au niveau périphérique, au niveau du plexus sacral, c'est les nerfs qui sont au niveau du sacrum. Il y a plusieurs racines, et après il y a beaucoup de branches qui arrivent aux organes génitaux. Et on connaît toutes ces discussions aussi sur le col de l'utérus. Il y a beaucoup de débats par rapport à un nerf qui nous traverse, c'est le nerf vague. Et il y a beaucoup d'études, par exemple, faites pas vraiment des réponses par rapport à ce qui peut être en lien avec ces nerfs vagues. Donc c'est pour dire qu'on sait que bien sûr, en fait, je trouve que c'est pas correct de dire que le clitoris est responsable de l'orgasme. Parce qu'on peut toucher le clitoris et pas avoir un orgasme, on peut ne pas le toucher et avoir un orgasme. En fait, l'orgasme est lié vraiment à une réponse, c'est vraiment une réponse du corps à des bonnes stimuli dans des bonnes conditions, je dirais, pour faire simple. Et ces stimuli, ils peuvent aller toucher différentes choses. Et il y a vraiment des arcs, la prochaine fois, on pourra envoyer un dessin aux participants, mais en fait, c'est l'information nerveuse qui fait enfin déclencher cet orgasme. Mais ce n'est pas juste toucher le clitoris. Le clitoris, c'est un organe sensitif. Et cette information arrive quelque part qui déclenche après la réponse. Mais la sensation, elle n'est pas toujours clitoridienne. L'orgasme, c'est un phénomène. Enfin, l'orgasme, c'est un phénomène central. Enfin, il se déroule dans le cerveau, en fait. Donc, du coup, comme tu dis, Yasmine, elle n'entend pas. Il faut démuter. Je disais, l'orgasme, c'est un phénomène central. Enfin, c'est un phénomène qui est cérébral, en fait, et qui peut être déclenché par différents stimuli, comme disait Yasmine. Si jamais, il y a juste, on a le droit de donner un livre, parce qu'il y a un livre... Oui, très volontiers. Vraiment... C'est même une demande, les sources bibliographiques. Voilà, donc donner des livres. Il y a un livre qui est vraiment génial, et moi, je ne suis pas experte en sexologie, donc je ne peux pas raconter tout ce livre, mais je vous conseille vraiment, vraiment de l'acheter, parce que là, c'est une femme qui s'appelle Emily Nagoski, qui a écrit un livre, qui est elle, sexologue, experte, etc., qui se base sur toutes les dernières données récentes en neurosciences, en sexologie, en psychologie, enfin vraiment interdisciplinaire. Et surtout, elle vulgarise très bien, elle est très drôle. Alors, il existe en anglais et il s'appelle Come As You Are. C'est un super bouquin. Et ça parle vraiment de comment, en fait, toute l'excitation sexuelle est dirigée par deux circuits un peu qui sont antagonistes. On a un accélérateur et un frein. Et puis que toute la journée, en fait, notre cerveau, il est tout le temps en train de repérer des choses dans notre environnement qui sont excitantes ou qui sont liées au sexe, en fait. Donc, il écoute. Voilà, dans le mot sexe, déjà, l'excitation, ça va commencer à monter un tout petit peu sur l'accélérateur, là. Et puis, on voit quelqu'un à poil, alors du coup, ça monte encore un peu plus. Puis après, tout d'un coup, il y a la maman qui rentre dans la chambre, alors ça appuie sur le frein, enfin voilà. Donc en gros, elle explique, et c'est vraiment basé sur des études neuroscientifiques, qu'il y a ces deux circuits inhibiteurs et excitateurs, et puis que ce qu'on sait en tout cas, c'est que pour qu'un orgasme se déclenche, en fait, il faut que le frein lâche. Ça veut dire qu'il faut que ces circuits inhibiteurs lâchent, mais l'accélérateur n'a pas forcément besoin d'être tout appuyé jusqu'au sol. Mais par contre, pour que l'orgasme se déclenche, ce réflexe dont parlait Yasmine, il faut que le frein lâche. Et dans ce livre, elle met vraiment en pratique en fait, ses connaissances scientifiques autour d'histoires, etc. Très drôle. Je crois qu'il existe en français et qui s'appelle « Je jouis comme je suis » ou « Je jouis comme je veux » ou « Je jouis je ne sais plus quoi ». Mais enfin, si vous cherchez, il existe chez Payot. En tout cas, j'ai cherché sur Internet et il existe. Et franchement, je vous le recommande parce que ça a aidé beaucoup de femmes vraiment dans leur vie pratique. En fait, enfin, beaucoup de personnes avec des vulves ou de femmes, pardon. Voilà. Question liée. Il me semble que la réponse est un petit peu venue, mais est-ce que ça veut dire que le psychisme l'emporte carrément sur la physiologie ou... Alors, il faut pas me c'est plus compliqué que ça. Enfin, moi, j'ai envie de dire que tout est multifactoriel tout le temps. Et puis, dans le livre, je crois qu'une chose que j'ai compris, c'est que le contexte est très, 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 très important. Donc, on peut avoir une physiologie, voilà, telle comme si, et en même temps, dans un certain contexte, tout d'un coup, ça ne s'applique pas du tout. Donc, je crois que c'est vraiment, enfin, moi, c'est plutôt les sexologues qui peuvent répondre à cette question. Je pense qu'on n'est pas un corps et un esprit séparés. Enfin,
c'est la réponse que j'ai envie de donner. Parce que, comme c'était dit tout à l'heure, il y a ce truc où, même si on fait la bonne stimulation, c'est pas forcément qu'on arrive à avoir un orgasme. Mais à contrario, il y a aussi des situations où on n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel et où on a aussi un orgasme, où on a aussi une lubrification. Et ce n'est pas pour autant dire qu'on était plus d'accord. Ça peut même être voilà, très, très choquant et souvent c'est des expériences qui sont vécues de manière très douloureuse quand il y a du plaisir, encore une fois des sensations qu'on pourrait assimiler à du plaisir ou un orgasme qui sont vécues pendant une agression sexuelle par exemple. Et là pareil, on peut pas dire, alors ça va être un mécanisme de défense du cerveau par exemple qui va se dire ok on doit se protéger, on est dans une situation sexuelle pour pas avoir mal, on doit lubrifier. Alors, je sais pas si je dis ça exactement, puis je sais pas, voilà. En tout cas, moi, dans ma tête, ça se personnifie comme ça. Donc, je pense qu'il y a... C'est un équilibre entre les deux. Désolée, je ne peux pas donner une réponse plus. Ouais. Merci pour cette précision. Il y a Yasmine qui va intervenir. On nous confirme juste que c'est bien « Je jouis comme je suis », le titre en français du livre en question, Émilie Nagoski. Jasmine, on t'écoute et après, il y a une question. Non, mais alors d'abord la question. Plus important. Alors, question. J'ai souvent lu que l'orgasme chez l'enfant et chez l'adulte avait un processus physiologique similaire. C'est un des points communs. Voilà, je voulais savoir si c'était effectivement le cas, parce que ça soulève beaucoup de questions justement entre les différentes similarités de la sexualité enfant et adulte. Alors moi je peux juste répondre sur quelques papiers que j'ai lus en faisant une recherche justement sur le fait que le fœtus pourrait avoir un orgasme, mais en tout cas que des petits-enfants, même bébés, peuvent avoir des orgasmes. Donc je ne sais pas quel est le mécanisme qui déclenche l'orgasme chez le bébé ou quoi, mais il faudra parier que en fait, le mécanisme cérébral, j'imagine, en tout cas cérébral, c'est le même. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la sensitivité génitale, en tout cas, elle est présente déjà in utero et dans l'enfance. Donc, après, voilà, moi je ne suis pas experte, mais en tout cas, les mécanismes physiologiques sont présents, peuvent être présents chez les bébés et les fœtus. Je ne sais pas, Yasmine. Oui. Anatomique. Alors oui, c'est très similaire. Après, il y a un changement avec la puberté, les hormones. Donc les hormones sexuelles, ils ont un effet pas seulement sur un changement du corps, mais vraiment sur, par exemple, sur le sexual drive, sur je ne sais pas traduire ça en français, mais le drive sexuel, sur certaines pensées. Donc à la puberté, il y a un changement avec la croissance à l'âge adulte. Je dirais qu'il y a un changement au niveau hormonal qui n'a pas un effet seulement sur le corps, mais aussi sur la sexualité au niveau central. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais si c'est une similarité en fait. Et après, bien sûr, là on parle pas, on est en train de parler surtout de biologie, mais pendant notre croissance, il y a des souvenirs, des expériences, des valeurs, des choses qu'on apprend. Et on sait que l'expérience sexuelle, les connaissances sexuelles ont un impact majeur sur la sexualité. Ça change entre un enfant et un adulte. Puis même la perception qu'on a que la sexualité c'est un truc d'adulte, alors qu'en fait on a déjà une sexualité quand on est enfant. Elle est très différente en effet de la sexualité d'adulte, mais notre sexualité d'enfant, d'adolescent et d'adulte, en fait, les trois existent. Et puis souvent en tant qu'adulte on oublie, on oublie ou on ne la prend pas en considération, alors que certainement qu'il y a plein de choses, à mon avis, encore une fois en tant que sexologue, mais de notre sexualité d'adulte, en fait, qui se sont construites dans notre sexualité d'enfant. Typiquement, ou même d'adolescents, typiquement certains fantasmes qui vont peut-être être vécus comme extrêmement excitants. Si on regarde la première fois que j'ai pu avoir telle pensée, tel souvenir, telle association comme ça d'excitation, on peut se retrouver avec quelque chose de très enfantin et qui n'était peut-être pas du tout sexuel. Disons que le fantasme, on va se dire que c'est une sorte de mécanisme aussi de protection de
de notre psychisme, ou peut-être quelque chose qui nous a fait peur, ou quelque chose qui a provoqué une émotion très, très importante, hop, notre cerveau, il va l'utiliser en disant « Ah bah ça c'est excitant en fait. Je me protège un peu pour pas être traumatisée d'une situation. » Puis du coup, ça va créer le fait que, une fois qu'on est adulte, peut-être que quelque chose qui nous excite beaucoup, on comprend pas trop d'où ça vient, puis peut-être qu'en fait c'était quelque chose qu'on a vécu quand on était enfant. Ça me fait penser, j'ai une personne qui me disait qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du fait d'être attaché, et puis qu'on se moque de lui, que des filles rigolent de lui. Puis quand on en discutait, il me disait, mais en fait, ça me fait penser quand j'avais 7 ans, on jouait aux Indiens, puis les filles des voisins qui m'ont accroché à l'arbre, et puis j'ai essayé de me défendre, puis je pouvais pas, puis elles me chatouillaient, puis elles rigolaient, et puis très clairement, ça semblait être l'événement qui a créé ce fantasme autour du fait d'être attaché, qui est un fantasme qui est quand même assez fréquent. Et donc, pour exemplifier qu'en fait, dans notre enfance, il se passe déjà plein de choses très riches au niveau de notre sexualité, puis que ça fait partie de notre sexualité à part entière et de notre histoire sexuelle. Et le fait que il faille le rappeler, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans une société où souvent, l'idée préconçue, c'est qu'un rapport sexuel qui peut amener du plaisir, c'est obligatoirement un rapport d'une femme, d'un homme, dans un cadre bien défini. Il faut peut-être juste aussi revenir sur le fait que, on a beaucoup d'idées préconçues. J'ai l'impression qu'il y a surtout une sorte de double tabou, que la sexualité c'est sale ou c'est pas bien, et que les enfants ils sont purs, et que les enfants du coup ils devraient pas avoir affaire avec la sexualité. J'ai plus l'impression que c'est ça, parce qu'en effet j'ai pas l'impression qu'il y ait une assimilation rapport sexuel et sexualité en ce qui concerne les enfants. En ce qui concerne les adultes, oui, mais chez les enfants quand même on fait pas ça. Par contre c'est le fait même que des enfants puissent avoir une sexualité qui dérange. Je guette le public parce que le temps file, donc c'est un peu le moment. Il y a 2-3 personnes qui se sont aussi saisies des post-it pour poser des questions en cours de route. J'aimerais bien venir sur une chose parce qu'on en a parlé en préparant cette table ronde, et je pense que c'est vraiment dans l'air du temps aussi, c'est comment avoir du plaisir. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui qui nous font progresser, mais il y a aussi un peu cette injonction au plaisir, à savoir en 2021, si on veut être quelqu'un de totalement épanoui, accompli, alors il faut savoir prendre du plaisir, et puis il faut être épanoui. Et est-ce qu'il y aurait peut-être quand même quelque chose à dire par rapport à cette forme là aussi d'injonction, comment éviter peut-être le piège de se sentir un peu frustré par rapport à ce type de discours qui peuvent beaucoup circuler, qui ont une vocation légitimes et valables, mais qui ont peut-être des effets pas tout à fait souhaités. Je sens que ça s'adresse à moi comme question. donc je réponds directement. Je pense que c'est le problème, c'est quand on libère quelque chose, on se retrouve à appuyer pour faire rentrer dans un autre chemin. J'ai l'impression que c'est ça qui crée beaucoup de frustration. Puis chez moi, la première où je me dis « Ah super, on va faire de l'éducation ». Moi par exemple, dans mes ateliers de Check Ta Chat, je vais proposer aux personnes d'expérimenter l'éjaculation féminine. Le truc, c'est que ça se transforme, c'est tout d'un coup dire « Ouah, c'est possible, t'es capable de faire ça, je vais te montrer comment faire ». Tout d'un coup, c'est « Ouais, mais si j'arrive pas ». Et mince, et si j'arrive pas à éjaculer, tout d'un coup, je me sens nulle, etc. Puis c'est hyper compliqué de faire avec ça, parce qu'en permanence, j'ai l'impression que ce qui fait souffrir, c'est pas tant notre réalité que l'écart entre ce que je vis et ce que j'imagine que je devrais vivre. Et que ces injonctions, c'est ce que j'imagine que je devrais vivre ou ce que j'imagine que les autres vivent. Il y a beaucoup ça aussi, on se compare beaucoup, puis on a souvent l'impression que la sexualité, ça va être un peu le révélateur de notre valeur intrinsèque, un truc un peu comme ça. Puis que, je donne des fois cet exemple, si moi je suis hyper nulle en cuisine et que je vous dis non mais vraiment, venez jamais manger chez moi parce que vous allez m'en vouloir, ça va être dégueulasse, on peut le dire et on rigole. Si je vous dis mais franchement couchez jamais avec moi, c'est horrible, vous voyez, on ferait pas un truc pareil, parce que c'est comme si tout d'un coup de dire ça j'arrive pas à faire en termes de sexualité, j'arrive pas à ressentir, ou ça c'est pas si évident pour moi, comme si tout d'un coup ça faisait que j'avais moins de valeur. Mais évidemment que c'est pas vrai. Et je pense que le plus important, c'est de se dire, mais... Et tu l'as dit beaucoup, en fait, pendant cette table ronde, ce que je ressens, c'est juste. Même si j'ai l'impression que c'est pas ce que je devrais ressentir. Ce que je ressens, c'est juste. On pourra jamais me dire que ce que je ressens, c'est faux. Et je pense que d'apprendre, et peut-être que c'est là que les femmes
et les personnes qui sont sociabilisées comme femmes ont le plus grand travail à faire, c'est de se positionner comme sujet de leur sexualité. Parce que nous, on apprend dans la sexualité hétérosexuelle que la sexualité féminine, elle est faite pour répondre aux désirs de la sexualité masculine. Et du coup, bah, ça fait que c'est difficile pour une femme qui apprend en permanence à moduler ses réponses sexuelles et ses envies en fonction de ce qui va faire jouir un homme, de se dire, mais ce que je ressens, c'est juste, puis j'ai le droit de le dire, puis j'ai le droit de le ressentir, puis j'ai le droit de l'affirmer. Et je pense que c'est ça donc la seule... S'il fallait, ça remplace une autre injonction, c'est écoute-toi et crois-toi. Ce qui fait encore une fois une injonction. Mais je pense que c'est ça en fait qu'on peut encourager les personnes à faire pour éviter de tomber dans ce piège en fait d'injonction au plaisir. Alors oui, Céline et ensuite Jasmine réagira aussi. Ça prend une seconde, c'est juste, je veux citer Emily Nagoski qui dit dans son livre Pleasure is the measure. Donc déjà, elle nous dit que quand on apprend quelque chose qui rime, en fait, on s'en souvient beaucoup mieux. Et en fait, que pleasure is the measure. Donc en fait, c'est vraiment mon plaisir que moi j'estime comme agréable ou comme bien, c'est ma mesure à moi en fait. Et donc il n'y a pas une mesure externe qui dit niquer une fois par mois c'est ce qu'il faut, ou une fois par jour, ou une fois par an. En fait, tant que toi tu as la sensation que c'est bon, ben c'est bon en fait, même si c'est jamais ou une fois par an. Avec le consentement de l'autre. Ah bah voilà. Ouais, et pareil, si tu as la sensation que ce que tu vis, c'est pas ok, même si ton ou ta partenaire te dit mais si, c'est normal, et puis mon ex, elle faisait ça, et puis ben non, si tu sens que c'est pas juste pour toi, c'est que c'est pas juste pour toi, et c'est pas négociable. Jasmine, à distance. Oui, quand on s'était vu pour discuter de ce... Oui, ça va je disais que pour ce sujet des performances, c'est vrai que avec les films, parfois quand on entend parler de plaisir, souvent il y a toujours cette idée des performances. J'entends ma voix en fait. Ça va? Ouais, ok. Donc je disais que souvent il y a tout de suite l'idée des performances ou tout de suite l'idée de pénétration vaginale et tout de suite aussi orgasme. Là, par exemple, cette table ronde, elle ne s'appelle pas orgasme. Le plaisir, ça n'implique pas nécessairement un orgasme. Et je dirais, en sexologie, en médecine sexuelle aussi, on parle beaucoup de sexe assez bon, pas sexe parfait pour les personnes, les couples, s'il y a des polyamour, voilà. On parle de sexe assez bon et de satisfaction sexuelle. Le plaisir, c'est quelque chose qui va rendre finalement satisfait. Pas nécessairement avec un orgasme, pas nécessairement avec une pénétration vaginale. Je dirais que c'est aussi une découverte. On peut découvrir d'un coup ce qui nous fait plaisir, ce qui ne nous fait pas plaisir. Et c'est une découverte partagée avec une communication. Parce que oui, on prend du plaisir, mais on donne aussi du plaisir. Et donc peut-être, répondant à la question initiale, qu'est-ce que c'est le plaisir ? J'avais dit c'est une vague de bien-être, mais c'est aussi tout ça, c'est une découverte, la communication, un échange qui est très riche et qui ne termine jamais. C'est une découverte qui ne termine jamais. Après, pour parcourir ces découvertes, c'est vrai que parfois on peut être gêné, on peut se poser des questions, on peut ne pas savoir, mais si on suit ces chemins de découverte, sans chercher nécessairement la performance, bah c'est bien, ça fait du sexe assez bon. Merci beaucoup. On arrive au terme du moment table ronde. Je tiens à dire que dans les attentes, il y a une personne qui demandait le point sur les connaissances actuelles, et je souhaite dire que déjà on a appris beaucoup de choses là. C'est vrai que le nerf vague, je ne connaissais pas trop. Enfin voilà, il y a des choses qui sont sorties. Je tiens à dire aussi qu'il y a la vidéo Vulvagina qui va sortir tout à l'heure, et que moi qui lis plein de choses sur la sexualité, les sexualités, le vagin, la vulve, tout. En voyant cette vidéo, je me suis dit, ok, tu avais encore de la marge et tu as appris beaucoup de choses, donc j'espère aussi que cette vidéo participera à répondre à cette attente. Dernier moment vraiment pour interagir, intervenir, peut-être amener un vécu ou l'autre. Et si c'est pas le cas, oui. Moi je me pose une petite question peut-être pour Zoé, parce que
j'ai beaucoup de questions très pratico-pratiques de la part de jeunes, vraiment à base de il faut toucher où, et voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées ce soir, qui sont multifactorielles, on parle d'être en vie, on parle des chants, on parle de tout le soir. Quelle réponse, pédagogiquement parlant, amener à ça pour quand même amener des pistes, mais sans être pour quelque chose de trop frustrant finalement? Je sais pas du tout. Ouais. C'est hyper intéressant comme question parce qu'en fait, la sexopraxis maintenant ça a 4 ans. Moi je fais ce constat-là chez les adultes aussi, je propose plein d'ateliers. Ceux qui sont un peu trop théoriques ou un peu trop légers, ils marchent pas. Ceux qui fonctionnent, c'est quand on va dans le vif du sujet. Donc par exemple, on a un atelier qui s'appelle Comment faire plaisir à un pénis et à une vulve, où concrètement, on va apprendre différents types de caresses qui sont mimées sur c'est des moulages de pénis en érection ou pas, de différentes tailles. Et il y a des coussins aussi en forme de vulve, avec une partie aussi du vagin, parce qu'il y a même la zone G qui est à l'intérieur. Et du coup, les personnes, on fait des petits jeux autour du consentement, par exemple, parce que je pense que c'est important de le mettre vraiment à toutes les sauces, surtout dans des questions d'éducation avec tout le monde. Mais si on peut commencer avec les jeunes, c'est cool. Et puis après, de montrer qu'il y a plein de manières de faire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, à l'école, on peut faire un cours. Ça, c'est pas, je ne sais pas si c'est avec les enfants, donc même d'un point de vue légal, je ne sais pas comment ça marche pour ça. Mais je pense que le problème, c'est que si on n'explique rien, il y a souvent, on va simplifier la réalité, et puis du coup, on va se dire, on fait comme ça. Voilà. Alors qu'en fait, il n'y a pas que ça qui existe. Et du coup, je pense qu'une des réponses, ça serait de montrer plusieurs choses qui existent, parce que juste dire essaye, les gens ils vont dire attends, je me donnais tellement de courage pour aller oser poser cette question, c'était pour me dire teste et regarde ce qui te fait plaisir. Bon voilà, on sait que c'est cool d'avoir ce terrain d'expérimentation, mais je pense qu'une des réponses c'est de montrer plusieurs choses différentes qui sont possibles, et puis d'encourager la personne à tester des trucs, puis qu'en fait, parce que pardon, je continue un peu, mais je m'enflamme après. Le truc, c'est que dans la sexualité, on a l'impression qu'il y a une bonne manière et une fausse manière. Et puis surtout, quand on n'est pas beaucoup expérimenté, comme c'est le cas avec les jeunes, c'est comme s'il fallait savoir faire les choses avant de faire l'amour la première fois, comme si c'était genre j'ai passé mon permis, c'est bon, j'ai passé mon examen, je suis capable d'avoir un rapport sexuel. Alors que la sexualité, c'est un truc qui évolue en permanence, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas rater un rapport sexuel. Difficile, moi, de savoir c'est quoi un rapport sexuel réussi. On ne sait pas trop. Et du coup, d'amener ce truc-là aussi, de dire que c'est un truc qui se construit puis qu'on va expérimenter. La sexualité, c'est un moment où on expérimente des choses. Oui, allez-y. Je fais une référence. J'avais juste une référence, en fait, mais je pense que tu la connais, c'est Jouissance Club, en fait. June Pla qui a un super site Instagram et bouquin, qui est complètement inclusif et qui est vraiment, alors du coup, pratico-pratique, quoi. Et je trouve que, en tout cas, ce que j'y ai vu dedans, d'un point de vue scientifique, juste par rapport à l'anatomie et tout ça, c'est vraiment très très bien fait. Et elle y va dans tous les sens, et elle déconnecte tout ça du genre de façon vraiment super chouette. Je me permets une remarque, c'est que tout à l'heure, tu vois, tu disais, voilà, quand les gens commencent à simplifier, il y a le geste de la masturbation, voilà, au bas. On a grandi avec ces planches en 2D, on se dit où est-ce qu'il faut toucher. C'est comme si beaucoup de choses étaient très plates. Et moi, ce qui m'a marqué, par exemple, dans le projet de matérialiser le clitoris en 3D, c'est de tout d'un coup s'y retrouver une matérialité du corps, de se dire il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs profondeurs dans un corps, il y a peut-être différentes intensités du toucher, c'est pas juste où toucher, c'est quelle intensité mettre. Et j'ai l'impression que parfois, c'est comme si nous-mêmes ou peut-être nos partenaires manquaient d'une finesse de motricité, quoi, de dire mais peut-être aussi que c'est pas juste où ou quoi toucher, c'est avec quelle approche, avec quelle sensibilité, et puis peut-être que ça c'est aussi un peu une piste à explorer, non? Ouais, puis la vitesse. Par exemple, un conseil qu'on peut donner... Tranquille. Non, mais il y a ce truc, c'est que
à cette question, là je paraphrase ma meilleure amie qui est travailleuse du sexe, donc il y a beaucoup de partenaires sexuels, en général des hommes, et puis qui demandent ouais mais comment je peux faire pour faire plaisir à ma femme, comment je peux faire pour donner plus de plaisir, et son conseil c'est de dire en fait tout ce que tu fais c'est super, mais tu le fais 5 fois plus lentement. Et je pense que si déjà on joue sur le tempo, de dire en fait tout ce que vous faites, vous allez le faire 5 fois plus lentement. Comment je fais si je caresse même un bras en prenant vraiment le temps de remonter, de sentir le grain de la peau sous ma main, si je suis la personne qui caresse, ou juste la différence de température, etc. Des fois juste d'avoir une main posée sur soi et qui ne bouge pas pendant longtemps, ça peut déjà être hyper fort. Et je pense que la lenteur, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été assez exploré dans nos sexualités. Et je pense qu'en particulier avec les femmes, non pas ce truc de il faut beaucoup de temps pour avoir un orgasme, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais vraiment dans l'intensité de ce qui peut être perçu quand on ralentit. Parce que sinon, on n'a pas le temps juste de ressentir si on est déjà à la chose suivante. Une réaction. Ouais, juste une réaction parce qu'en travaillant sur le projet, sur un cours pour les profs de bio, etc., sur la sexualité, en fait, j'ai lu plusieurs papiers d'un chercheur, je crois que c'est un chercheur en Hollande, qui est donc neurobiologiste et qui a montré, qui montre encore et qui fait toutes sortes d'études sur le fait que des mêmes terminaisons nerveuses, en fait, suivant si elles sont touchées de manière lente ou de manière rapide, en fait, font réagir des zones différentes du cerveau. Donc c'est vraiment, pour nous en tant que biologistes, c'est particulier parce que tu as vraiment le même nerf qui a son tracé qui va au cerveau, et puis suivant la rapidité ou la lenteur de la caresse, vont aller activer des zones différentes. Donc ce rythme, il y a même, enfin, on le sait par nos vies, mais aussi biologiquement, il y a des différences qui sont montrées. C'est magnifique, c'est un peu comme la musique, où on a besoin de silence pour apprécier les moments où il y a des notes et de tempos différents, quoi. Mais... Moi j'avais encore une question, j'ai encore le temps ou pas? On va mettre un terme à la table ronde, mais peut-être... Non, mais je poserai ma... Non, mais du coup... non, je crois que... Mais moi en fait je voulais savoir en termes d'éjaculation féminine maintenant c'est prouvé ou pas, parce que comme je donne un cours là-dessus et puis que ce que je vois c'est qu'en fait on sait jamais, puis que des fois on prétend que c'est de l'urine, des fois pas, mais qu'en fait non, et du coup je voudrais savoir est-ce qu'il y a maintenant des vraies connaissances là-dessus que je vais pouvoir citer. C'est Yasmine cette fois, parce qu'elle n'est pas dans la salle, elle peut jamais parler. Vas-y Yasmine. Non, mais ça, je ne vais pas dire parce qu'il y a la vidéo. Exact. Ah, c'était un Si la question n'est pas assez claire après la vidéo, on peut la faire. Voilà, exactement. Je pense que c'est une magnifique transition pour la suite. Ah, alors, pardon. C'est tout. Ça joue? Ouais, ça joue. Voilà, vous nous entendez? Magnifique transition pour annoncer que de notre côté, ça va être le moment de l'apéritif. Donc j'espère que nos deux intervenantes à distance ont prévu du houmous et une petite bière ou autre, ou quoi que ce soit d'autre. Jasmine, encore une intervention très courte. Très importante. Je tenais juste à dire qu'on parle beaucoup d'informations, mais que c'est bien aussi de ne pas tout savoir. En fait, on entend? Parce que parfois on dit oui, il faut informer, c'est bien aussi de ne pas tout savoir quand on commence à marcher, on commence à cuisiner, on commence à manger, on ne connaît pas tout. Et la beauté de la sexualité, comme je disais, c'est aussi la découverte consentie, partagée. Donc, parce que sinon on passe de l'extrême où il faut tout savoir, et c'est normal de ne pas tout savoir quand on devient sexuellement actif. Ça va venir. Le bon apéro. Merci beaucoup. Et donc, il est temps de mettre fin à cette table ronde. Merci pour votre participation publique, votre écoute attentive. Je trouve que, enfin voilà, tous les regards étaient concentrés, voilà. Je pense qu'on a quand même appris aujourd'hui des choses nouvelles. J'espère que ça donne surtout la possibilité à toutes les personnes ici de se saisir de cette puissance qui vient des connaissances de notre propre corps, de nos fonctionnements, pour mieux surfer cette vague dont on a parlé au début, ces vagues de plaisir au pluriel, qu'ils soient féminins ou pas. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup à Pôle Sud aussi pour l'accueil dans ces locaux, la gestion de la technique et tout. Vraiment, pour votre attention, je crois qu'on peut applaudir. Merci Élise, vraiment de tout cœur.
aussi. La suite du programme, donc, petite interruption, prendre l'air, prendre quelques boissons, le prix libre, n'oubliez pas. Et puis on se donne rendez-vous à 21h et un petit peu plus, comme ça on a vraiment le temps de faire une vraie pause. Pour la projection de la vidéo, Vulva Jaina qui va répondre à toutes les questions qui vous restent. S'il vous en reste encore, il y a une diapositive qui va être affichée avec des contacts qui vous permettent, le cas échéant, de poser éventuellement vos questions. Merci vraiment pour tout ça. Et la fête dès 22h30, on n'oublie pas. Donc rendez-vous à 21h et une dizaine de minutes pour la vidéo et le quiz animé par Camille. Merci pour l'invitation et à notre super panel, vraiment trop formidable. Merci, bravo. Et merci beaucoup à Laura pour la modération. Je sais pas comment tu as fait pour switcher entre les deux et tout voir, mais merci infiniment à Laura. Multitâche. Merci à vous. Bravo. Et une très belle soirée, tout en plaisir.